Dans cette vidéo, je vais regarder quelques utilitaires et autres shaders que je n'ai pas encore eu l'occasion d'expliquer, donc je ne vais pas tout expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais je vais commencer par regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire avec les utilitaires mathématiques. Donc ils ne donnent peut-être pas très envie dans un premier temps, mais peuvent être vraiment très intéressants. Donc on a en fait ici toute une série d'opérations mathématiques, si on va voir dans l'aide d'Arnold, qui nous retourne la valeur absolue, la somme des fonctions de tangente, arctangente, etc. Donc des fonctions trigonométriques. Ici, un truc qui nous permet de comparer deux valeurs, de retourner l'inverse, le complément, pardon, donc le blanc devient noir, noir devient blanc. Les produits vectoriels, des divisions, des multiplications vectorielles, des exposants, etc., etc. Donc je vais regarder quelques exemples de ceux qui me semblent utiles ou amusants. Donc ici je vais partir d'une rampe. Alors cette rampe je la fais passer par un trigonométrique. Je l'ai réglé ici en cosinus et en degrés. Donc si je me mets simplement avec une valeur de 360 degrés, j'ai une ondulation qui apparaît. Donc des valeurs qui vont de 1 à ici je suis dans des valeurs négatives de moins 1. Donc je pourrais le voir ici avec mon code RGB, je suis dans des valeurs négatives, donc je le fais passer par un range pour avoir finalement des valeurs qui vont de 1 à 0 et reviennent à 1, donc ça me crée des ondulations. Donc j'ai réglé mon high range ici pour qu'il ramène les valeurs négatives entre 0 et 1. Donc ça me permet au final d'avoir une texture qui me crée une ondulation. Donc cette ondulation, je peux la resserrer. Si je mets par exemple 7200, je vais avoir 20 ondulations sur ma rampe. Alors on pourrait regarder que je pourrais même animer ces ondulations avec la phase ici. Alors on pourrait regarder ce que ça donne si on fait passer autre chose qu'une rampe. Donc si je fais passer par exemple un bruit, je vais pouvoir obtenir, donc si je regarde ma texture de bruit d'origine, c'est ceci. Et donc il va interpréter les valeurs de 0 à 1 et en calculer un cosinus multiplié par 7200 degrés. Donc si je mets une valeur un peu plus élevée, peut-être ici j'aurai encore un peu plus d'ondulation. Voilà, donc je pourrais obtenir toutes sortes de motifs un peu psychédéliques ici. Alors je vais reprendre ma rampe ici et peut-être choisir une autre rampe, par exemple une rampe circulaire. Je vais peut-être répéter un tout petit peu moins. Voilà. Et regardez comment on pourrait l'utiliser dans notre matériau. Donc on pourrait par exemple voir ce que ça donne si je le mets en bump de mon matériau. Donc je vais glisser ma texture ici en bump. Voilà. Avec peut-être une valeur de bump un peu moins élevée. Et donc je peux obtenir un bump comme ça ondulé sur mes objets. Donc je pourrais essayer vraiment toutes sortes d'expériences avec simplement cette idée d'ondulation. Et vous voyez ici, si je prends un matériau métallique, par exemple, ça pourrait vraiment être quelque chose qu'on a envie de faire, d'obtenir des ondulations régulières sur une surface. Alors on pourrait faire d'autres expériences. Ici je vais faire passer mon trigonométrique, donc mes valeurs de moins 1 à 1, je vais le faire passer par une valeur absolue, donc ça va me prendre, ramener toutes mes valeurs en valeurs positives. Donc si je fais passer ça par mon bump, je vais cette fois avoir toute une série de petites bosses plutôt que des ondulations. Donc c'est des bosses qui seront cette fois un peu plus... donc au lieu d'onduler, je vais avoir une bosse, une bosse, une bosse. Donc une autre manière de traiter une fonction trigonométrique. Alors je vais revenir regarder ce que ça donne ici en base color, retirer mon bump ici.
Donc je pourrais éventuellement utiliser le complément. Ceci va m'inverser ma texture, donc ça inverse n'importe quelle texture. Donc ça fait, si j'avais du noir j'ai du blanc, si j'avais du blanc j'ai du noir, ça inverse la texture. Je pourrais faire passer une texture par une texture ici qui va me... Donc je vais regarder par exemple ce que ça donne ici avec un bruit. Donc par une puissance, donc la puissance en fonction de la valeur ici que j'ai en niveau de gris va me permettre de contraster plus ou moins fort, de renforcer les blancs ou donc ici si je me remets en neutre ou si je mets une valeur beaucoup plus élevée je vais contraster plutôt les noirs. Donc on voit que n'importe quelle texture en niveau de gris peut être en fait contrastée grâce aussi à ce power ici. Donc, je vais vraiment pouvoir utiliser ça pour avoir beaucoup plus de noir, beaucoup plus de blanc dans une texture. Donc ça c'est un autre qui pourrait être vraiment très intéressant, donc le HIPO. Donc voilà, on peut évidemment combiner tout ça avec tout ce qu'on a déjà vu, mais voilà quelques-uns de ceux qui me semblent déjà intéressants. Je vais montrer un autre exemple avec cette fois, je viens utiliser le N ici, donc l'orientation des normales des faces. Donc si je mets mon curseur ici, je vois dans le RGB par exemple moins 0,4, 0,17 et 0,8. Donc ça me donne une orientation dans l'espace, une direction dans l'espace. Donc on a la possibilité ici avec le HI de multiplier ce vecteur là par un autre vecteur. Donc pour le moment j'ai connecté, en fait je vais montrer ça tout de suite. Je vais recommencer ce que j'ai ici. Donc je viens mettre le normalize ici et un petit locator que j'ai mis dans ma scène, dans le node editor, et je suis venu simplement connecter le translate du locator, donc la position du locator à cette valeur là. Donc qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça me permet en fait, si je viens regarder le résultat que j'ai ici, d'avoir un petit locator qui, quand je le déplace, me permet de choisir l'orientation d'une rampe sur tous mes objets. Donc je pourrais le déplacer vers le bas, etc. Donc comment est-ce que je fais ça? Donc simplement je prends ce normalize là qui me donne donc trois valeurs, les trois coordonnées de position de mon petit locator. Ça va normaliser un vecteur, donc ça le ramène à une longueur de 1, peu importe, ne vous préoccupez pas de ce que ça fait, et je multiplie ces deux vecteurs là, et ça va me donner, donc si je regarde ce que ça me donne un dégradé de noir à blanc. Alors je peux éventuellement, avec un AI range ici, venir chercher de moins 1 à 1 pour avoir le dégradé complet, donc qui est complètement noir dans la direction opposée et blanc dans l'autre direction. Ça me permet de venir chercher éventuellement, je pourrais par exemple passer maintenant par une rampe ici. Je suis avec une rampe custom. Et je vais pouvoir utiliser cette rampe custom pour venir chercher toutes les orientations que je veux, faire des plateaux. Donc je pourrais venir chercher par exemple toutes les faces qui sont perpendiculaires à une certaine direction définie par la position non locator. Donc je pourrais utiliser ça par exemple dans un mix shader, donc je vais mettre un mix shader sur tous mes objets. Donc le mix shader me permet de mettre un matériau là où c'est noir, là où la valeur de mix est noire, et un autre matériau là où la valeur de mix est blanc. Donc je pourrais par exemple ici, je vais faire ça
avec un matériau blanc et un matériau métallique. Et donc je peux utiliser ceci, je pourrais utiliser ça pour mettre par exemple de la neige au-dessus ou de la mousse. Je pourrais encore mélanger ces trempes avec un noise. Enfin, bref, les possibilités ici sont infinies, mais donc je pense que c'est vraiment un petit truc qui peut vraiment être intéressant à utiliser. Donc voilà, ici par exemple, je viens utiliser ma rampe pour contraster un peu mon matériau. Et j'ai une partie métallique qui vient regarder mon locator. Voilà, donc un autre exemple de ce qu'on pourrait faire avec toutes ces fonctions mathématiques. Et il n'y a vraiment pas de limite à tout ce qu'on peut faire avec tous ces opérateurs une fois qu'on sait les manipuler. Je vais revenir très rapidement, donc je vais simplement supprimer mon locator pour montrer que le normalize, on pourrait aussi décider, par exemple, que je veux orienter vers le haut ou orienter vers le haut et la gauche. Je peux entrer simplement des valeurs ici manuellement, donc sans avoir besoin de la connexion avec ce fameux locator. On va trouver ensuite les utilitaires de conversion, donc il y en a plusieurs, je vais en montrer 2-3. Donc on a d'abord le float to RGBA qui est vraiment le plus simple à comprendre, donc simplement celui-ci permet de dire ce qu'on vient mettre dans le canal rouge, vert et bleu de ce node-ci. Donc je pourrais par exemple venir mettre les deux champs d'un curvature ici, donc le convexe, le concave dans le rouge et le vert, et dans le bleu je viendrai mettre une ambient occlusion. Donc, on pourrait utiliser ça par exemple avant de faire du rendu en texture pour stocker les trois valeurs dans une seule et même image RGB. Donc ça pourrait être intéressant. Alors je pourrais simplement utiliser ça pour mélanger les canaux rouge, vert, bleu d'une image. Donc je pourrais, si je viens mettre le rouge, le vert, le bleu, si je mets d'abord le rouge, le vert, le bleu dans une même image, je vais prendre l'image en noir et blanc, mais je pourrais aussi m'amuser à mélanger mes canaux un peu n'importe comment. Donc, je m'y retrouve un petit peu dans ce que je fais. Voilà, donc je pourrais m'amuser à mélanger autrement mes canaux rouge, vert, bleu grâce à ce node-ci, ou à venir injecter un alpha pour le fusionner par exemple avec les layers. Alors on en a un autre qui est vraiment très intéressant ici, c'est le color to float, donc où je viens cette fois faire passer une image. Donc, je vais venir la connecter pour le visualiser. Alors je vais utiliser celui-ci pour obtenir une image en niveau de gris. Donc le color to float me donne la possibilité, je vais peut-être masquer mes objets, donc me donne la possibilité de venir chercher dans une image toute une série de valeurs. Donc je vais pouvoir trouver la valeur minimum entre le rouge, le vert, le bleu, ou la valeur maximum, la moyenne du rouge, du vert, du bleu, la somme du rouge, du vert, du bleu, donc des valeurs qui dépassent 1 probablement, la luminance de mon image, ou simplement isoler le rouge, le vert et le bleu de mon image. Donc on a le RGBA to float qui donne les mêmes valeurs, mais qui fonctionne sur le RGB, et aussi regarde dans le canal alpha pour par exemple faire la moyenne avec le canal alpha. Alors on a le float to win qui va nous permettre, quand on a des valeurs comme par exemple la position dans l'espace, d'arrondir cette position, ou de venir faire des arrondis vers le bas, vers le haut, de tronquer les valeurs, donc quelques conversions ici, et on a encore toutes sortes de conversions ici qui sont plus ou moins intéressantes. Alors on pourrait encore mentionner ici le high shuffle qui est en fait pratiquement identique, donc je vais le connecter comme ça ici. Donc c'est un node qui va nous permettre simplement de mélanger ce qu'on met dans le canal rouge, vert, bleu, alpha en sortie, donc ici, et je vais pouvoir décider par exemple de transformer, de venir chercher tous les canaux verts ici et de les sortir ici en niveau de gris. Donc on pourrait utiliser ça par exemple dans un graphe
de texture, on pourrait utiliser ça simplement pour sortir, pour clarifier un petit peu les noms de nos nodes ici. Et j'écrirai par exemple green to gray pour dire que je viens chercher le canal vert de mon image. Donc voilà, simplement peut-être des nodes qui peuvent servir à clarifier un petit peu la lecture des graphes quand on fait des choses un petit peu complexes. Alors on trouve un dernier utilitaire de conversion, le color convert ici, qui nous permet de transformer en entrée, donc j'ai du RGB qui arrive, et puis je vais transformer ce RGB en HSV, donc teinte, saturation et valeur. Je peux faire également l'inverse, HSV to RGB, donc je peux simplement changer dans les listes ici. Alors ça pourrait servir à quoi de faire ça? Donc on va regarder une idée ici. Donc je connecte ici une rampe qui n'a en fait qu'une seule couleur. Je vais jouer un petit peu sur cette valeur là, donc je pourrais simplement utiliser ça pour remplacer toute la couleur de mon image et en faire une couleur monochromatique. Je pourrais aussi m'amuser, pourquoi pas, ici à teinter mon image avec une rampe, peu importe. Alors je vais regarder ce qui se passe si je joue sur cette fois la saturation, donc ici avec la rampe je pourrais m'amuser à désaturer mon image partiellement. Donc on pourrait n'importe quelle texture, on pourrait utiliser ça simplement pour visualiser notre image plus ou moins saturée, donc notre image avec des saturations vraiment différentes. Donc ça c'est évidemment des choses qu'on a déjà pu faire d'autres manières. Alors on pourrait regarder aussi à des fins diagnostiques quelles sont les couleurs présentes dans notre image. Donc ici je vois du bleu, du jaune, du vert. Donc ça me permet de visualiser peut-être plus clairement ici en jouant sur des luminosités identiques. Ça me permet donc de diagnostiquer un petit peu mon image. Voilà, juste un petit utilitaire qui peut parfois s'avérer utile dans des diagnostics. Donc on a l'utilitaire Blackbody aussi, qui peut être intéressant. Donc si vous vous souvenez de ce genre de diagramme, ça nous donne donc une certaine couleur qui est exprimée en Kelvin. Donc c'est une série de couleurs qui se promènent ici sur une courbe sur le diagramme de chromaticité. Donc ce type de couleur pourrait être utilisé pour choisir des couleurs de base pour des filaments. Donc on peut les normaliser, donc ça va nous donner des couleurs vraiment pures, qui vont donc du rouge à des bleus qui se rapprochent des bleus du ciel. Donc ça pourrait nous donner des couleurs pour des éclairages. C'est exactement les couleurs qu'on trouve quand on active dans un éclairage la color température. Mais on pourrait donc les utiliser également pour avoir la couleur pour le matériau d'un filament. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, l'utiliser aussi pour multiplier une image et donc la réchauffer ou la refroidir. Donc voilà, quelques idées de ce qu'on pourrait faire avec ces températures de couleur. Alors dans la série User Data, on va trouver des utilitaires qui vont nous permettre en fait de faire des connexions entre des attributs qu'on attribue à différents objets et qu'on va pouvoir utiliser dans nos shaders. Je vais prendre comme exemple le vecteur et le float. Donc le float, je vais donner un nom métal ici et un nom colle ici. Donc je vais venir sur mes objets dans la channel box et je suis venu ajouter ici des attributs. Donc je suis venu avec le contrôle clic droit add attribute, écrire mtoa underscore constant underscore et puis j'écris call par exemple. Je choisis mon type de données, soit vecteur ou soit float. Je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire ici. Donc j'ai fait la même chose sur mes deux objets. Et je vais pouvoir, par exemple si je prends le float, regardez, utiliser ce paramètre pour définir sur mon objet. Donc je vais pouvoir par exemple choisir la valeur de metalness associée à ma sphère et la valeur de metalness associée à mon plan. Voilà. Donc je pourrais
utiliser les vecteurs comme couleur. Donc si je mets en base color ici, pour ma sphère j'ai choisi une couleur 010, donc du vert. Donc je pourrais mettre peut-être du cyan ou du... Voilà, donc je peux choisir ma couleur ici, et je vais pouvoir choisir de la même manière ma couleur ici, dynamiquement sur mon objet, et donc faire des variations de couleur d'objet à objet. Pour utiliser le User Data Color, il faudra aller un petit peu plus loin. Donc le User Data Color nous permettra de mettre une couleur. Donc on va également ajouter un attribut test. Pour ajouter des attributs couleur sur un objet, on va les ajouter sur le nœud shape. Donc je fais bien attention de bien sélectionner mon nœud shape. Et je clique play ici. Je vais répéter la même chose sur ma sphère. Je clique play. Donc je vais vous remettre le code bien grand pour être sûr que vous le voyez bien. Alors, on a comme ça sur nos deux objets maintenant un attribut qui s'appelle, qui est associé à MTA constant test, et on va pouvoir choisir une couleur particulière pour chacun de nos objets. Donc ça pourrait vraiment être intéressant si vous voulez avoir le même matériau pour différents objets et simplement changer la couleur. Alors malheureusement ce truc là avec User Data Color et ajouter la couleur ne fonctionne pas si on essaye d'ajouter une texture, donc ça c'est un petit peu dommage, j'espère que ça marche, mais ça ne fonctionne pas. Donc si je voulais changer de texture, je pourrais utiliser l'EyeSwitch. Donc l'EyeSwitch c'est un shader, je peux me permettre avec ceci de mettre par exemple un eye standard, un eye utility, un autre eye standard, et de choisir quel matériau j'utilise en mettant l'index ici, qui correspond au numéro ici de mon input. Je peux l'utiliser aussi simplement donc comme texture, donc je supprime ceci et je l'utilise comme un utilitaire pour me choisir une texture. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai connecté un noise et un autre noise, et je vais utiliser un user data int. Je lui mets comme valeur par défaut 3 par exemple, et je le connecte. Donc si j'ai un autre objet, oups là, si j'ai un autre objet en plus, mettons, on va mettre une autre sphère, et qu'on lui assigne le même matériau, elle va venir chercher la texture 3. Pour le moment, je n'ai pas de texture 3 ici, donc je vais en mettre une. Donc, par défaut, on utilisera avec l'EyeSwitch la valeur qui est définie dans ce champ-ci. Et sinon, j'utilise la valeur définie par mon EyeUserData. Et donc c'est un attribut que je suis venu ajouter de la même manière. Donc sur mon nœud shape, je le sélectionne. Dans la channel box, je peux ajouter mon attribut, CTRL-clic droit, Add Attribute, et j'écris toujours MTOA, Constant Texture ici, pour faire référence au nom que j'ai mis de l'autre côté. Je choisis bien Integer cette fois-ci. Et donc ça me permet de rajouter mon attribut texture ici. Donc je viens de voir le EyeSwitch pour choisir plusieurs textures. On peut aussi utiliser le EyeSwitch qui se trouve en fait dans la série des shaders ici. On peut l'utiliser comme un matériau qu'on vient mettre sur un objet et qui va permettre avec un index de choisir entre plusieurs matériaux. Donc ici j'ai mis deux matériaux. Je vais pouvoir donc choisir avec l'index 1 ou 0, et dès que je vais au-delà, ici je n'ai pas de connexion, donc c'est comme s'il n'y avait pas de shader. Donc ça fait partie de quelques-uns de ces shaders ici qu'on va pouvoir utiliser soit comme texture, soit comme matériau. Donc on avait par exemple Utility ou l'Ambient Occlusion qui étaient déjà utilisables soit en matériau, soit en texture. Alors dans ces shaders, on va en trouver quelques-uns qui sont vraiment très simples à comprendre. Par exemple le Two-Sided, qui nous permet de connecter deux matériaux. Un matériau pour les
les faces recto, donc les normales orientées positivement, et un autre matériau qui sera utilisé sur les faces inverses. Donc ça sert, on imagine bien par exemple si vous voulez faire un matériau pour un jeu de cartes, vous pourrez mettre un matériau différent, une texture différente de chaque côté, un matériau différent de chaque côté. Alors a priori, ici on va vraiment travailler avec deux matériaux et pas deux textures qu'on connecte à un seul matériau, donc ceci ne fonctionne qu'en tant que shader. Donc, si vous essayez d'utiliser le two-sided pour connecter deux images, une sur l'avant et une sur l'arrière, vous allez simplement, quand vous essayez de faire la connexion, voir un message, un avertissement qui vous dit que le two-sided ne peut pas être connecté au base color. On va trouver ensuite le iMix Shader, donc un autre matériau qui va nous permettre donc de mélanger deux matériaux. Donc je les connecte comme ça en haute color où je viens simplement les créer en cliquant ici. Je dois choisir des shaders ici, donc de nouveau pas des textures. Je peux me débarrasser sans problème des shading groups, donc ce qui fait le lien entre le matériau et des objets. Je vais avoir le shading group qui est associé ici à mon mix shader, donc je n'ai pas besoin des deux autres. Donc là j'ai deux matériaux qui vont être mélangés grâce à, et je peux faire une transition d'un matériau à l'autre en animant par exemple le paramètre de bruit, et je peux aussi évidemment le connecter par exemple à une rampe pour avoir, ici j'ai une rampe diagonale qui me permet comme ça de passer d'un matériau à l'autre en utilisant cette fois un masque. Donc le mix shader fonctionne aussi en mode addition, et cette fois il est complètement indépendant du masque qu'on a utilisé, donc en fait le masque n'est pas utile ici, et il est même indépendant donc de ce paramètre ici, donc c'est vraiment simplement une addition de tous les canaux de base color, etc., transparence des deux paramètres. Donc a priori c'est pas très intéressant ce mode add, on l'utilise typiquement en blend. Donc on trouvera ensuite le AI Layer Shader si on a besoin de mélanger plus que deux matériaux. Donc ici je vais pouvoir activer autant de layers que je veux. Donc on a la première couche ici, puis une deuxième couche ici, connectée par exemple avec un masque ici. Donc si je veux rajouter une couche, je dois l'activer. Je peux faire glisser mon matériau comme ça ici, ou bien venir le chercher bien sûr en utilisant mon champ de texture ici qui va me permettre de choisir un shader ou l'autre. Donc j'ai mon paramètre de mix qui me permet de passer de l'un à l'autre, exactement comme dans le mix shader. Donc je pourrais connecter ici une rampe ou par exemple une ambient occlusion ou une curvature pour mettre un matériau sur les coins ou dans les creux d'un objet. Donc je connecte ma rampe, ici je vais connecter ma rampe donc ici. Donc je pourrais aussi, pour connecter ma rampe, je vais supprimer mon lien. Si je ne vois pas le champ, je peux aussi venir avec le petit bouton ici, choisir dans ma liste. Donc je repère, il me faut le layer 3, donc le mix 3. Donc voilà différentes manières de connecter notre attribut, et je vais pouvoir ici utiliser ma rampe comme je le veux pour superposer mes différents matériaux en utilisant un masque. Donc on peut vraiment utiliser ces layer shader ou mix shader en imaginant qu'on a une statue par exemple en métal. On pourrait faire le métal de base, et puis on pourrait faire des parties qui sont peintes en faisant un shader de peinture, puis un shader de poussière, un shader de rouille, et utiliser différents masques pour disposer tel ou tel matériau à tel endroit, et donc obtenir des mélanges complexes en utilisant simplement des masques qui pourront être facilement modifiés, facilement corrigés, où on fait des mélanges par exemple avec les curvatures, les petits exemples de masques avec un positionnement selon une direction que je vous ai montré. Donc vous pouvez vraiment utiliser ces systèmes là ici pour faire des matériaux assez complexes qui s'appliqueront donc peut-être dynamiquement sur différents objets. Donc si vous avez une série de 5 sculptures par exemple, vous pourrez peut-être réutiliser le même matériau qui va systématiquement mettre votre métal sur la plupart des surfaces, qui va l'user ou mettre de la peinture à certains endroits, qui va le rouiller ou mettre de la poussière dans les creux. Et donc ça, on peut vraiment générer des matériaux qui seront réutilisables sur plusieurs objets
grâce à ces layers shader. Si on veut connecter maintenant des textures et non plus des matériaux, on dispose vraiment de toute une série de possibilités. Il y en a qu'on a déjà vu, comme tous les utilitaires mathématiques qui permettent en fait simplement d'ajouter ou de multiplier les deux textures. Donc ce sera à chaque fois le rouge qui sera multiplié avec le rouge, le vert avec le vert et donc ici multiply le bleu avec le bleu. Donc on trouve ici toute une série d'opérations assez classiques de combinaison de deux textures. Donc on trouvera des nodes un peu plus complexes comme celui-ci qui permet de connecter deux textures A et B avec un certain mode de fusion et une opération sur l'alpha. Donc éventuellement il faudra venir ici avec le clic droit, montrer tous les attributs pour trouver les moyens de brancher les canals alpha relatifs à l'image A et à l'image B. On pourrait rappeler le high color correct qui nous permettait donc de multiplier, d'ajouter une texture en utilisant un masque et de faire donc d'autres opérations qu'on a déjà explorées. Ensuite on va trouver le plus complet peut-être, qui est le layer RGB. Donc on aura un équivalent float pour des textures uniquement noir et blanc qui est beaucoup plus simple, mais donc on a le layer RGB qui fonctionne exactement comme une pile de calques de Photoshop. Donc on a un premier calque inférieur ici qu'on peut faire disparaître avec son opacité. Donc on peut mettre évidemment une texture ou une couleur, et puis on va rajouter par-dessus plusieurs calques. Un premier calque ici, donc ici avec une texture image, on a choisi un mode de fusion, ici override pour simplement recopier l'image par-dessus, avec un masque ici, donc c'est le masque ici qui est simplement un masque noir et blanc. Alors on pourra donc utiliser ça en rajoutant toute une série de calques, par exemple ici un noise qui me permet d'assombrir un peu, de salir un peu mon image. Ici un autre calque avec de l'alpha cette fois qui me permet d'ajouter des bombes à certains endroits avec de nouveau un masque. Ici encore un autre calque ici avec simplement une couleur, un autre mode de fusion. Bref, vous avez compris le principe. Chaque fois notre calque, son contenu, le mode de fusion, l'activer, désactiver et le paramètre d'opacité du calque qui peut donc servir aussi de paramètre de masque en lui connectant une texture noir et blanc. Et donc une opération qui se fait sur l'alpha pour chacun des calques. Voilà, donc on peut vraiment utiliser ces layers RGBA pour créer des textures complexes, voire des textures qu'on pourra éventuellement, pourquoi pas, animer. Donc on peut vraiment se permettre de mettre des clés, clic droit, set key, on peut mettre des clés ou des driven keys sur toutes ces différentes opérations. Donc parmi toutes ces possibilités que j'ai présentées, prenez simplement le temps d'essayer de trouver peut-être la plus simple. Donc parfois quand on veut juste par exemple mélanger, multiplier une image avec un bruit, on va aller chercher le champ multiply ici. C'est a priori inutile de venir alourdir les graphes. Donc on utilisera les plus complexes comme le layer RGB quand on a des opérations relativement complexes à faire ici, mais on ira simplement choisir un multiply si on veut mélanger par exemple deux masques. Donc essayez vraiment toujours de trouver la solution la plus simple. Et donc je vous renvoie à l'aide d'Arnold si vous voulez retrouver donc dans Layer RGBA ici, dans les textures shader, si vous voulez retrouver une explication des différents modes de fusion. Donc ça peut vraiment vous aider. Donc ces modes de fusion, on a la liste précise de toutes les opérations qu'on va trouver ici, et deux liens ici, Nuke Photoshop, qui vous donnent des liens vers des explications, avec parfois des petits trucs ici dans les explications des nodes de Nuke, des modes de fusion de Nuke ou des modes de fusion de Photoshop. Donc n'hésitez pas à vous refaire, ici on a une assez chouette vidéo très complète sur les modes de fusion, donc n'hésitez pas à vous refaire ces deux vidéos, enfin ces deux liens-ci pour avoir une bonne compréhension. Vous pouvez éventuellement aussi profiter de la traduction pour avoir des informations plus faciles à comprendre. Je voudrais ici faire un petit détour. Ici je suis passé par Substance Designer, mais j'aurais pu passer dans Nuke ou d'autres logiciels pour montrer simplement que cette manipulation de plein de sortes de nodes comme ça pour les composer, ici avec un blend. Par exemple, le blend ressemble très fort au AI Composite.
Donc quand on sera dans d'autres logiciels, on va vraiment retrouver toutes sortes de réflexes ou de compréhension qu'on a pu faire dans l'Hypershade de Maya et commencer vraiment à explorer ces logiciels-là de manière beaucoup plus simple. Alors je vais maintenant regarder le AI Clip Geo, qui est un des shaders donc, qui permet de faire des choses assez étranges. Donc je vais l'appliquer sur mon cube ici. Quand je l'applique, mon cube disparaît. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand mon cube va commencer à entrer en intersection avec d'autres objets, il va venir faire disparaître le volume d'intersection entre mes deux objets ici, mes deux cubes. On voit ici que mon matériau qui est appliqué à mon objet est appliqué aussi sur la surface d'intersection. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir changer. Donc je pourrais d'abord utiliser simplement une couleur unie comme un AI flat, ou je pourrais connecter un autre matériau à mon intersection. Et donc ici, je me retrouve avec un matériau propre pour l'intersection. Alors, on pourrait observer deux, trois petites choses. D'abord, je peux observer que mon intersection elle est vraiment très très nette ici. Donc on ne pourra évidemment pas faire de bevel ici, mais ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser le Iron Corners. Donc le Iron Corners génère une map automatique de normal mapping qu'on peut connecter au normal camera ici. Donc si je développe tout mon matériau, le normal camera se trouve ici en bas. Et dès que je vais connecter ça ici, je vois que j'ai des coins qui se créent. Donc je pourrais le mettre également sur mon matériau ici à l'intérieur. Ça me permettra d'avoir vraiment... On voit pas très très bien ici, mais ça va me permettre... Donc je vais faire un petit update ici pour être sûr que... Voilà. Donc ici on voit bien dans le creux aussi, vraiment dans les surfaces, qu'on a cette simulation de coins légèrement arrondis. Donc il faut a priori ne pas augmenter trop, parce que sinon l'effet n'est pas très agréable. Donc ça fonctionne relativement bien ce truc là quand on a des petites valeurs. Je vais mettre 0,1 ici. Alors je pourrais éventuellement texturer mon matériau. Donc je vais regarder ce qui se passe si j'ai texturé ici le matériau à l'extérieur. Je pourrais également texturer bien sûr ce matériau ici. Donc je vais prendre la même texture, je vais la faire passer par un color correct pour lui donner une couleur un peu différente sur les surfaces à l'intérieur. Donc ici j'ai mis un cell noise. Le cell noise est réglé en world et pas en objet. Ça me permet d'avoir une transition correcte entre les deux objets. Donc je pourrais utiliser world ou pref si mon objet est découpé. Donc j'ai une bonne transition de mes cellules ici du noise entre les deux surfaces. Et donc je vais pouvoir m'amuser comme ça à promener, à faire une découpe sanglante ici de mon cube. Alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a peut-être un petit problème si on commence à intersecter d'autres surfaces. Donc ici, si je fais une intersection avec le cube qui est ici en dessous, ma tranche mon cube vient également créer une tranche sur l'autre cube. Donc ça, c'est peut-être pas quelque chose dont j'ai envie. Alors comment je vais pouvoir résoudre ce problème-là? Je vais utiliser les trace sets qu'on a déjà vu plusieurs fois, notamment avec l'ambient occlusion, le curvature, on trouve ça avec les SSS aussi. Donc c'est des choses qui permettent de régler la manière dont plusieurs géométries et matériaux interfèrent entre eux. Donc je vais mettre chaque fois un champ par exemple A, et je vais venir répéter le A ici, et je vois ici maintenant que mon cube ici ne va plus faire d'intersection qu'avec les objets qui partagent le même trace set. Donc cet objet là partage le trace set A avec le matériau Clip Geo, et donc ne va intersecter que ça. Donc je pourrais faire l'inverse ici, donc être en mode exclusif cette fois, et donc cette fois le cube va uniquement faire l'intersection avec mes autres objets à l'exclusion de celui-ci. Donc un petit défaut d'affichage ici, je ne sais pas à quoi il est dû, mais voilà. Donc a priori, on va plutôt fonctionner en inclusive et s'assurer que notre Clip Geo ne découpe
qu'un seul objet. Et donc juste pour la petite histoire, quand le clip géo est apparu juste un peu avant un nouveau paramètre de la transmission, et ce paramètre est le dielectric priority qui nous permet donc de créer des glaçons dans un liquide par exemple, et le matériau des glaçons va utiliser un peu ce même principe pour évider le liquide à l'intérieur du glaçon. Donc voilà, c'est vraiment le même système qui est ici présent dans Dielectric Priority que le clip géo. Donc je vais maintenant regarder le ray switch qui est appliqué ici à mon cube. Donc le ray switch, dans un premier temps, je le connecte à un autre matériau, ici un matériau avec mon cell noise, et je peux en fait, grâce à ce matériau, venir remplacer la manière dont le matériau se comporte, par exemple avec les rayons qui vont directement vers la caméra, ou je pourrais remplacer la manière dont ce matériau se comporte avec les réflexions, donc avoir un matériau différent dans les miroirs, ou un matériau différent au travers des verres. Donc je pourrais le connecter également par exemple aux diffuses réflexions, et là je vais avoir les rebonds de l'éclairage indirect qui vont être cette fois rouges. Donc voilà, je peux faire toutes sortes de petites modifications comme ça. Donc à quoi ça peut être utile ce genre de choses? Ça sert parfois à résoudre des problèmes de flickering ou des choses comme ça. Donc les fireflies, pardon, les petits points blancs, on utilise éventuellement ce matériau là pour faire des petites des petits trucs d'optimisation, etc. On peut l'utiliser aussi simplement, voilà, l'idée d'avoir un matériau différent dans un miroir, ça peut être quelque chose d'assez rigolo pour des effets spéciaux, donc voilà, des matériaux déjà un peu plus particuliers. Donc, je voudrais mentionner une dernière chose assez rapidement, c'est parler un petit peu du shading group ici. Donc on a déjà parlé du fait qu'on allait mettre le displacement par le champ ici. Je voulais juste montrer qu'on pouvait créer en fait des matériaux spécifiques pour le rendu Arnold et dans la vue. Donc simplement ici je viens connecter dans le matériau Surface Shader, je vais connecter un autre matériau auquel par exemple je pourrais ici associer une texture et avoir donc pour mes Playblast une variante de ce que j'aurai au rendu. Donc ça peut être utile pour parfois alléger un petit peu le rendu ici en Playblast. Donc je vais terminer cette vidéo par simplement présenter très rapidement tout ce qui nous reste dans ce que je n'ai pas vu. Donc il y a toute une série de choses dont je ne parle pas, évidemment les lumières, mais on va trouver toute une série de nodes dont je parlerai dans une autre vidéo qui sont liées au bump, displacement, etc., au normal mapping. Alors on va trouver trois matériaux spécifiques, le matériau spécifique pour les peintures voitures, celui pour les cheveux et l'iToon. Je développerai l'iToon dans une vidéo séparée aussi. Donc ces deux-là, vous trouverez vraiment des aides faciles à comprendre dans l'aide d'Arnold. Alors on trouve le complexe IOR et ThinFilm qui sont deux petits utilitaires qui en fait sont intégrés dans les standards surface. Donc ça c'était pour faire les bulles de savon, et ça c'est pour faire des couleurs métalliques. Mais donc ça c'est un petit peu déprécié, c'est en legacy. Alors on va trouver trois shaders qui nous permettent d'importer des matériaux qui ont été faits avec des langages de programmation. Donc vous pouvez notamment aller sur la page d'OSL Shader où vous allez trouver par exemple ici des shaders tels que celui-ci qui nous permet d'avoir des hachures sur nos objets ou d'autres choses. Donc ça, vous pouvez suivre les liens des exemples qui sont ici présents dans l'aide. Alors on va trouver enfin toute une série de nodes dont je ne vais pas parler maintenant parce qu'ils sont liés notamment à l'écriture dans des AOV, donc dans des passes de rendu. Donc ça c'est vraiment des éléments qui sont liés à la phase de post-production. Donc ceux-là je les mets de côté pour le moment. Alors on a évidemment encore toute une quantité de nodes ici qui sont des nodes propres à Maya. Alors pour certains ils ne sont pas du tout utilisables avec Arnold. Pour d'autres on a vraiment beaucoup d'équivalents. Si je prends les utilitaires notamment, vous pouvez regarder ici les colors corrects, etc. On va trouver plein d'utilitaires ici qui sont pratiquement
thématiquement équivalents à des utilitaires qu'on trouve dans Arnold. Donc a priori les textures et les utilitaires de Maya, on ne les utiliserait dans nos scènes que si par exemple on doit travailler avec, si je prends le déformeur par exemple, typiquement, vraiment un exemple très typique, c'est le texture déformeur, ou si je veux utiliser des textures avec Mesh, alors il faudra que j'utilise les textures de Maya et pas les textures d'Arnold qui ne sont pas comprises par... donc si j'utilise ici une texture pour le texture déformeur, il faut absolument que je vienne chercher une texture, par exemple un noise ou quoi, dans les textures de Maya. Donc Mesh ou texture déformeur ne comprendront pas tout ce qu'on trouve ici dans la partie Arnold. Mais donc vous trouverez assez facilement des équivalents ici de tout ce qu'on a vu avec les textures d'Arnold. Voilà, je vais terminer donc cette vidéo ici. Il me reste encore une ou deux vidéos sur le bump mapping, displacement, etc. et le high tool.